Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les prédictions pour 2024 en contenu de marque. Je suis Alexandre Gravel et je suis accompagné de Sean Grenier ici, tous deux de chez Toast. On est très heureux de passer la prochaine heure ensemble pour pouvoir vraiment prendre un petit moment juste pour réfléchir à ce qu'on vient de voir au cours des 12 derniers mois, certes, mais aussi prendre un petit moment pour regarder quels sont les mois qu'on va avoir devant nous. Vous avez été plusieurs centaines à vous inscrire. Je vois déjà le chiffre qui augmente. Vous êtes déjà plus qu'une ou deux centaines, justement, à vous être joints déjà. On est très content de vous avoir parmi nous pour cette heure qu'on va passer ensemble. Tout d'abord, je vous invite, pour ceux qui en ont envie, pour ceux qui sont game, comme on dit, de nous partager, de nous dire, selon vous, quel est le mot-clé qui représente l'univers du contenu en 2023 et quel sera le mot-clé qui représentera le contenu pour 2024. Donc, je vous invite à partager ça si vous le désirez. Et sinon, je prends un petit moment pour nous présenter. Donc, plusieurs d'entre vous nous connaissent déjà, Sean et moi et toute l'équipe chez Toast. Qu'est-ce que Toast? Mais très rapidement, Toast, on est une agence de contenu. On travaille en partenariat avec les marques, les annonceurs, vraiment à différents niveaux pour tout ce qui touche la fibre contenu chez justement ces enjeux, ces défis-là, que ces marques-là, qu'elles soient du côté service, qu'elles soient du côté CPG, qu'elles soient en B2B, en B2C ou autre, tout ce qu'elles peuvent vivre au quotidien du côté contenu, on les accompagne justement dans l'amélioration et la performance, justement derrière ça. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille d'un point de vue justement au niveau de la stratégie. Par la suite, on travaille aussi au niveau des opérations aussi avec plusieurs marques, donc tout ce qui est processus, personnes, outils et autres. Par la suite, on travaille aussi en production audio, production vidéo, production écrite et l'optimisation qui peut venir avec tout ça. On travaille en déploiement. Mais une chose qu'on fait, on réfléchit. On réfléchit et on accompagne ces marques-là à travers les défis et les enjeux, comme je le mentionnais, pour pouvoir être en mesure de faire ressortir justement un peu des fois les meilleures pratiques, les éléments qui s'en viennent, les éléments qui passent, des fois peut-être très rapidement. On le sait, il y a des choses qui ne sont pas éternelles justement dans notre univers. Et donc, on n'est jamais, jamais bien loin. Alors, on se permet, Sean et moi, un petit peu, et l'équipe, un petit peu d'auto-promo. Je vous lance un lien dans le clavardage. Si certains d'entre vous se sentent touchés de près ou de loin, parce qu'on va discuter et vous aimeriez poursuivre la discussion avec nous, vous avez un lien là pour peut-être justement prendre rendez-vous avec nous. Ça vous permettra de choisir une plage horaire très simplement et d'initier la conversation ou de poursuivre la conversation avec l'équipe. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, Sean et moi, ce qu'on a fait, on s'est lancé un défi. On s'est dit, on va faire un webinaire, on va faire une présentation sur les prédictions qu'on voit pour l'année à venir en fonction de tout ce qu'on a pu vivre au cours des 12 derniers mois et tout ce qu'on anticipe au cours des 12 prochains. On a écrit la semaine dernière sur une feuille de papier nos 4 prédictions chacun. On a plié la feuille de papier, on s'en l'a échangé. Donc, on ne s'était pas consulté au moment de faire ces prédictions-là. Et finalement, vous en aurez... Combien on en a, Sean? On en a... Je pense 7 au 3. total, si on est On capable en de a se rendre là. 7. On en a 7, parce qu'il y avait un overlap. Mais ce qui est le fun, justement, c'est d'avoir pu découvrir des champs de possibles différents à travers ces choses-là. Et je veux juste aller jeter un petit coup d'œil justement dans le chat, voir qu'est-ce qui ressort pour voir si ça va fitter avec ce qu'on a. Donc, Joanie qui mentionne authenticité vidéo. Oui, il y a des choses intéressantes là-dedans. 2023, Catherine qui parle de storytelling, rapidité et vidéo. Alors ça, je pense que Sean, ça, toi, tu vas aborder ce petit côté-là. Laetitia, j'adore. Intelligence, mais à tous les niveaux. Donc, artificiel, data et compagnie. Émotion, transparence, authenticité, immersion et IA. Solène, vraiment intéressant pour le volet immersion. Adaptation, repurposing, ça c'est Julia. Humanité qui ressort.
Oui, Laetitia, éternelle stagiaire, c'est une bonne blague que je fais sans arrêt. D'ailleurs, je posais la question à l'équipe, est-ce que je la fais trop souvent? Ça fait 23 ans que je suis stagiaire chez Toast. J'espère un jour que des gens comme Sean vont me permettre de sortir de mon état de stagiaire Éventuellement. à suivre. Marie-Noël, oui, la présentation est enregistrée. Vous allez recevoir un lien avec Édouard. On va travailler ça cet après-midi. On va travailler le lien de visionnement que vous allez toutes et tous recevoir, soit en fin de journée ou sinon demain matin, puis ce sera de façon intégrale ce que vous entendez en ce moment. Et Marie-Ève qui mentionne aussi authenticité. Alors, OK, on y va. On y va sur notre lot de prédictions, c'est notre vision personnelle à l'équipe chez TOS. On en a discuté aussi avec l'ensemble de l'équipe. Mais on vous lance aussi la balle vers la fin. Donc, dans à peu près dans quelques minutes, vous pourrez aussi partager ce que vous pensez être les prédictions qu'on n'aura pas abordées. Je ne pense pas qu'on peut, en 45 minutes, aborder 100% de tout ce qui va se passer au cours de la prochaine année. Alors, donc, on va vous inviter aussi à partager vos visions pour les 12 mois à venir. Donc, Sean, on se lance? Oui. Je te laisse commencer avec ta première prédiction pour l'année prochaine. Alors, première prédiction pour l'année prochaine. Ce qu'on s'est dit, ben, une chose qu'on voit, puis une chose qu'on voit chez plusieurs de nos clients, puis des partenaires avec qui on travaille, c'est l'internalisation. On l'a vu depuis quelques années, une forme d'internalisation de la fonction contenu chez les marques et les annonceurs, donc à l'intérieur des équipes de marketing et parfois de communication aussi. On voit une internalisation qui s'opère depuis peut-être un bon 2 ans là, de façon assez soutenue, mais ce qu'on remarque, c'est qu'elle va se poursuivre puis elle va s'approfondir. Qu'est-ce qu'on veut dire premièrement, par internalisation? Par internalisation, ce qu'on veut dire souvent, c'est cette notion de dire une ressource qui était à l'externe, qu'elle ait été pigiste ou un service à l'intérieur d'une agence partenaire, ben, pour des enjeux d'opération, pour des enjeux budgétaires ou autres, de voir justement certains de ces skills-là, de ces talents-là être internalisés. Un des premiers qu'on a vu il y a plusieurs années chez beaucoup de marques, ça a été l'internalisation de la gestion des réseaux sociaux. Donc, on se retrouvait souvent encore avec un partenaire externe qui pouvait s'occuper de la création et de la production des différents actifs de contenu qui allaient être déployés sur les réseaux sociaux. Mais la gestion en soi, notamment tout ce qui est la publication, la gestion des pages, mais aussi la gestion de communauté dans certains cas, est internalisée. Là, ce qu'on a remarqué, c'est que ça s'accélère un peu. C'est des choses qui se mettent en place chez plusieurs marques où on va commencer à vraiment voir, et même pas juste commencer, dans certains cas, il y a plusieurs marques, qui ont carrément des agences internes, si on le voit dans certains cas, mais c'est cette idée d'internaliser plusieurs autres des rôles possibles. Donc, au-delà de la gestion de communauté, gestion des réseaux sociaux, on commence à voir, puis on l'a vu chez plusieurs, puis on le voit aussi dans l'affichage de poste, Sean, des rôles de créateurs de contenu. Donc, on va voir dans ce cas-là des rôles de rédacteurs, de rédactrices, des rôles excusez-moi, de vidéastes. Je cherchais mon mot, je manquais de voyelles. Donc, de vidéastes qui vont justement se retrouver à l'interne puis qui vont pouvoir amener un peu, des fois une certaine agilité, des fois une certaine optimisation des budgets, mais on a vraiment cette chose-là. Puis toi, je pense que tu l'as vu aussi chez certains clients, Sean, puis tu as vu le questionnement aussi. Mm-hmm. Oui, ben en fait, souvent, c'est intéressant parce que ça nous offre la chance d'utiliser notre expression préférée, d'apprendre à pêcher au lieu de pêcher pour nos clients. Puis souvent, c'est ça qu'ils ont besoin, en fait, de nous à ce niveau-là. C'est plus de rentrer avec le même niveau de stratégie ou de recommandation qu'on aurait si on exécutait pour eux. Mais maintenant, c'est plus dans un mode de formation ou d'accompagnement pour solidifier leurs équipes. Puis c'est très, dans le fond, valorisant de voir des gens s'améliorer au fil des rencontres que tu fais avec eux ou des ateliers que tu fais avec les équipes pour, dans le fond, internaliser comme du monde leur rôle. Puis ce qu'on remarque aussi, tu sais, je mentionnais tantôt le mot approfondissement, puis c'était un peu là où je voulais aller avec cette prédiction-là. C'était cette idée que il y a de plus en plus, non pas juste une nature opérationnelle à l'intérieur de ces différentes choses, mais il y a vraiment toute cette notion de dire
comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans le contenu, pardon? Comment est-ce qu'on peut être plus stratégique? Et à ce niveau-là, on se rend compte qu'il y a des marques qui désirent justement amener le volet stratégie et de pouvoir amener la réflexion stratégique à plusieurs niveaux, puis peut-être pouvoir la partager avec plusieurs équipes. Le danger de ce côté-là, c'est de fonctionner en vase clos. C'est sûr qu'il y a un risque de se baser uniquement sur les expériences de la marque, uniquement sur les expériences de l'équipe, mais dans cette notion-là, il y a cette idée de pouvoir, puis c'était quelqu'un avec qui je parlais justement la semaine dernière, qui a ce désir-là de pouvoir amener la capacité de storytelling de la marque de bout en bout, d'être capable d'intégrer les différentes histoires et non pas que ce soit vu comme étant des campagnes faites par des partenaires différents. Il y a cette cohésion qui peut être créée, même lorsqu'il y a des partenaires externes, s'il y a un bout de la stratégie qui est prise en charge, pas nécessairement développée entièrement, mais qui est prise en charge justement à l'interne. Et puis, une autre chose, puis je termine là-dessus sur cette prédiction-là, c'est vraiment, puis on va en parler, puis on l'a vu un peu dans le chat tantôt, mais il y a cette notion de l'importance des humains. Quand on parle justement d'internalisation, on parle d'internalisation au niveau des équipes. On ne parle pas nécessairement juste d'internalisation au niveau de la capacité de faire, mais vraiment des équipes aussi, et d'être capable de développer des équipes avec des humains qui ont des skills, qui ont des talents très précis et qui peuvent justement amener la fonction contenu à un autre niveau. Alors ça, c'était la première prédiction. Deuxième prédiction, ça c'est la tienne, Sean, tu me l'as envoyé dans ta liste. Tu parles de personnalisation et évidemment, il fallait que ça apparaisse assez tôt dans la présentation, d'intelligence artificielle. Donc, personnalisation et intelligence artificielle. IA, on en a déjà entendu parler, OK, puis on va en reparler un peu tantôt, mais là, tu l'amènes avec la personnalisation, c'est ça? Ben en fait, le mot personnalisation, c'est le mot que j'ai choisi de mettre devant l'IA, mais en gros, c'est les limites, en fait, sont limitless ou pas encore définies par nous-mêmes. Je pense que dans les 2 dernières années, on a vu ça évoluer à un rythme hallucinant. Je me souviens, il y a 2 ans, on était dans nos anciens bureaux à Montréal et on essayait sur du DALL-E pour faire des images modifiées avec l'IA. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est nuit et jour les possibilités qui sont rendues là. Mais la façon que je voulais l'apporter, en fait, c'est moins nécessairement une tendance, mais quelque chose qui m'a complètement époustouflé, mind blown, l'emoji, explosé la tête, parce que j'ai été dupé aussi par du IA et normalement, je me trouve assez perceptif, assez capable de voir à travers la façade de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Et récemment, il y a eu une vidéo virale sur TikTok où un créateur de contenu qui s'appelle Tony Aubé, et en faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'il venait de l'Université de Laval où il a fait ses études et maintenant il est graphiste designer à Silicon Valley. Il a créé une vidéo en fait où il filmait son écran de télévision et c'est là qu'en fait la magie de tout ce qu'il a créé en fait prenait vie parce que Okay. il a créé une interface en fait pour son Disney+, sa chaîne en fait de vidéos sur commande de Disney, où il a pu naviguer à l'intérieur, mais même cette partie-là était générée en fait avec du design et des différents outils pour nous amener à croire que Disney et Pixar s'étaient jumelés ensemble avec Harry Potter pour sortir une version en fait du premier film Harry Potter complètement dans le style de Pixar. Okay. Là, après, les gens ont été complètement dupés, sont tout de suite allés dans leur télévision, ils ont remarqué qu'eux, ils n'avaient pas ce film-là. Et ensuite, il a sorti plusieurs vidéos subséquentes pour expliquer qu'en une soirée, il a été capable de monter un trailer, une bande-annonce pour le film avec multiples outils AI dans le style de Pixar. Selon lui, il prédisait que avec les outils qu'on a maintenant, un studio qui mettait une équipe complète en fait derrière un projet comme ça pourrait sûrement réaliser un film en quelques mois à peine. Et il disait que en fait les avancées dans ce domaine-là de personnalisation, c'est là que j'arrive avec la personnalisation, de montrer une préférence pour regarder un contenu qui existe déjà sous une autre forme en fait ou sur un autre visuel arrive plus vite qu'on le pense et pour avoir des gros impacts en fait sur nos acteurs, pour avoir un gros impact sur le contenu qu'on consomme à la télé ou au cinéma, jusqu'à pouvoir proposer aux gens de alterner les acteurs dans des rôles, alterner des styles de réalisation dans des films qui pourraient complètement chambouler en fait qu'est-ce qu'on consomme en fait comme contenu. Puis ça m'a... Puis
Je peux juste imaginer à quel point ça peut chambouler une industrie au complet, parce que ça vient toucher tout plein de cordes sensibles, ça vient toucher tout plein d'éléments sur cette capacité de créer, cette capacité de, de, de créer du faux, à la limite peut-être idéalement de créer du vrai. Et non, ce que tu mentionnes aussi par rapport à l'accélération des outils, j'ose juste imaginer évidemment où est-ce qu'on va être dans un an, puis où est-ce qu'on va être dans 3 ans. Il y a une agilité à l'intérieur de toutes les équipes et de tous les partenaires, que ce soit de contenu ou de plein d'autres secteurs, chez les marques, les annonceurs, chez les agences, qui vont devoir garder les yeux puis les oreilles vraiment ouvertes. Mais tu mentionnais personnalisation, tu l'amènes sur le terrain de pouvoir enfin arriver à une réelle personnalisation plutôt que bonjour, hashtag prénom, voici nos spéciaux Exact. de la semaine. C'est comme, en fait, dans les commentaires, si tu suivais, il y avait une dame, en fait, qui expliquait qu'elle était grande fan d'Harry Potter, puis enfin, elle pourrait le regarder avec ces outils-là, avec ses enfants qui sont trop jeunes parce que c'est trop épeurant, mais elle pourrait le transférer en Pixar, puis enfin pouvoir consommer son contenu avec ses kids. Ce qui est comme de la personnalisation adaptée à ses besoins ou les besoins des bébés rendus là pour l'IA. Oui, 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 oui. Mais il y a tout ce volet de l'IA générative qui est de pouvoir créer du nouveau basé sur un apprentissage ou de l'existant. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup ça. Mhm. Toute l'IA avec laquelle on a pu entrer en contact au cours des 12 derniers mois, puis même un petit peu plus là, si on était un peu early adopter, c'était cette idée que c'est basé sur de l'existant. Il y a, il y a il y a peu de réelle création derrière ça, ce qui amène toutes sortes d'enjeux aussi. Mais oui, je peux voir à quel point ça peut amener toutes sortes d'enjeux au niveau de la Mhm. personnalisation. Mais espérons que les marketeurs que nous sommes tous et les grands, les grands experts en contenu qui sont dans la salle pourront justement en faire un usage approprié, si on veut. Mhm. Parce qu'il y a cet enjeu-là aussi. Ouais, ça pourrait aller dans tous les sens. En effet. Alors, où est-ce qu'on en est? On vient de parler un peu d'IA, on n'avait pas le Mhm. choix de s'en parler. Donc, troisième dans la liste. Troisième dans la liste. Alors, Sean, je t'amène sur le terrain parce qu'une de mes prédictions, c'est vraiment cette notion et cette importance, puis on le voyait un peu tantôt, de l'authenticité et de la confiance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu viens en fait de l'aborder et c'est cet enjeu de savoir. Quand on voit donc toute cette nuance, puis ces espèces de créations qui sont faites comme ton Harry Potter à la Pixar, jusqu'à quel point on va pouvoir croire. Et on entre on est déjà dans une ère de la confiance depuis plusieurs années, depuis peut-être même un peu 2016. Je vous laisse faire le calcul pourquoi 2016, mais euh, depuis cette époque, on se retrouve justement dans une ère où la confiance est hyper importante. Donc, on a les enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle et la création de contenu. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui va nous mener à faire des recherches? Qu'est-ce qui va nous amener à aller à se garrocher, si on veut, puis à aller plus loin pour trouver la vérité? Mais on se retrouve aussi, et en plus de ça, parce que là, tu parlais de quelque chose de très, très bien réussi par Tony Aubé de l'Université Laval, mais à l'opposé, on voit une quantité incroyable en ce moment de contenus médiocres qui sont créés Mhm. et publiés, des fausses affirmations, toutes sortes d'enjeux. Et on arrive justement dans une année assez critique. Nous, ici au Canada, on va le vivre, mais ça va être vécu un peu partout dans le monde. Mais c'est surtout une année, on va avoir des élections américaines, ce qui veut dire qu'on va se retrouver dans une dimension où la quantité et le chaos lié au contenu en ligne va augmenter de façon exponentielle tout au long de l'année jusqu'en novembre prochain. Et donc, en plus
de voir justement cette réalité qui touche la confiance que la population a envers les médias. On se retrouve, et même dans certains cas, la confiance qu'on a envers les influenceurs et tout ce que ça veut dire, là, le mot influenceur. On se retrouve dans une dynamique où les contenus qu'on va produire en tant que marque, en tant qu'annonceur, en tant que leader d'opinion, vont être souvent remis en question très rapidement, ou même, dans certains cas, par défaut. Et donc, on se retrouve dans une dimension où, oui, on veut être le plus authentique possible, mais on va devoir s'assurer que ce qu'on produit et ce qu'on diffuse au cours de la prochaine année puisse être facilement validé par les audiences à qui on va s'adresser. Ça va être très important de trouver une façon de bâtir des façons qui vont permettre aux audiences de pouvoir développer ce lien de confiance envers nos produits, nos services, notre marque, et de pouvoir la maintenir. Donc, de créer, oui, cette relation-là, mais de communiquer à travers des canaux aussi qui permettent aux gens de développer et de maintenir cette confiance-là. Dans certains cas, on va parler de l'importance de l'authenticité des marques. On va parler de l'importance pour les marques d'être bien réelles, si on veut que tout ça puisse être validé, fact-checké et compagnie dans ce qu'on va publier. Mais on va se retrouver dans un désir aussi des audiences à avoir une certaine transparence qu'on pourrait appeler la radical transparency, la transparence radicale des marques. À quel point les marques peuvent être transparentes par rapport à leur façon de faire, leurs valeurs, les causes ou les enjeux de société que la marque supporte ou désire enrayer. On se retrouve dans une dimension où on va s'attendre à ceci aussi des marques de plus en plus et ça va passer beaucoup par le contenu. Ça va passer beaucoup par ce que la marque publie, ce que la marque produit, ce que la marque diffuse. Un autre élément lié à justement cet enjeu de confiance-là envers les marques et de transparence radicale, ben, ça donne un nouveau piédestal renouvelé à tout ce qui est leadership d'opinion, thought leadership. Donc, de mettre de l'avant les exécutifs à l'intérieur des entreprises, de mettre de l'avant les talents, les employés, les collègues, de façon à prouver un peu l'expertise, la capacité et la posture de la marque. Donc, l'importance de la confiance, là, je pense que ça va être quelque chose qui va être très, très, très important à considérer justement au cours des prochains mois, de la prochaine année et sûrement, et ça ne s'arrêtera pas là. Je vois Laetitia qui demande, est-ce qu'il y a une notion de Ouais. législation qui va entourer davantage Ben, tout je ça? voulais justement toucher un petit peu à ça parce que dans la dernière édition en fait de C2 Montréal de l'année 2023, on a eu la chance en fait d'avoir une conférence, un keynote speaker de Yoshua Bengio en fait qui parlait justement de la législation au Canada, globale, internationale et en fait où est-ce qu'on n'est pas rendu assez loin en fait. L'IA avance plus vite que le Parlement, que les législations peuvent avancer. Alors, si ça vous intéresse, en fait, de voir ces cheminements-là, si vous voulez, Google Yoshua Bengio. Il y a des vraiment intéressantes vidéos, en fait, de lui qui parle de qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour faire une législation pour justement encadrer le tout pour que ça soit plus sécuritaire. Puis, cette entrevue-là qu'il y avait eu à C2 en 2023 est disponible sur la chaîne YouTube de C2. Ils l'ont mis en ligne plus tard en cours d'année, donc elle est disponible publiquement en plus. Mais oui, tout l'enjeu de législation autour de ceux qui sont derrière la diffusion de fausses informations, de fausses nouvelles, tout ça est un bruit ambiant dans lequel nos contenus, peu importe la marque ou l'annonceur que vous êtes, vos contenus se retrouvent à l'intérieur et se trouvent à vivre à l'intérieur de ce bruit ambiant-là. Et on ne peut pas nécessairement le nier. Et en plus, on se retrouve avec une couche et un désir d'authenticité de la part des audiences qui fait en sorte que vos contenus vont être fact-checkés, vos contenus vont être vérifiés et de plus en plus, on va se retrouver dans des dimensions où il va falloir justement pouvoir prouver ce qu'on affirme à l'intérieur de nos contenus. Puis j'ai des flashbacks de discussions qu'on a eues sur EAT de Google et par rapport à tout ce qui est indexation, l'importance que Google met de plus en plus sur EAT. C'était quoi déjà, Sean? C'était
Authority, trust, puis expertise, Expertise. si je me trompe pas. Ouais. Expertise. De pouvoir démontrer justement l'expertise, l'autorité et la confiance, trust, EAT, qu'une personne peut avoir à la lecture d'un contenu. Donc, si on est capable de justement mettre des sources, mettre des thought leaders, des leaders d'opinion, des experts, subject matter experts, à l'intérieur de nos contenus, on se retrouve à être justement de mieux en mieux indexé. Même si certains annoncent la mort du SEO en tant que tel, on pourra voir qu'est-ce qu'il y en est de ça. Donc, ça, c'était l'importance de la confiance. Sean, tu nous amènes sur quelque chose d'intéressant avec ta prochaine prédiction. On dit souvent quality over quantity, mais là, toi, tu nous amènes à l'opposé, la Mhm. quantité au-delà de la qualité. Explique-moi. En fait, je pense que on peut pas avoir un ou l'autre. Maintenant, il faut penser aux deux. Avant, c'était toujours d'avoir en fait la qualité qui était au-dessus de la quantité parce qu'on préférait toujours avoir un contenu excellent que plein de contenus médiocres. Là, on dit pas, dans le fond, en switchant les deux, qu'on devrait avoir plein de contenus médiocres parce qu'on veut bourrer en fait les fils d'actualité des gens. C'est plus en fait la demande de beaucoup de, si on parle des réseaux sociaux, par exemple, comme TikTok et Instagram, d'avoir du volume. Et le volume, en fait, ça veut pas dire que le contenu est mauvais parce qu'on veut avoir du volume, c'est juste de repenser c'est quoi la qualité. La qualité de 2015 et la qualité de 2024 n'est pas la même. Et plus facile, en fait, je vais utiliser une expression anglaise, bridge the gap entre où est-ce qu'on était en 2015 avec des coûts exorbitants et où est-ce qu'on est en 2024 avec des coûts beaucoup plus réduits qui vont livrer des contenus assez semblables, entre guillemets, mais qui vont avoir, dans le fond, plus de pérennité ou beaucoup plus de capacité à se découper ou avoir des contenus vraiment plus éphémères, en fait, qui vont nourrir un fil d'actualité. Puis, il faut commencer à penser comme ça. Le contenu héros continue à avoir sa place, toujours, va toujours avoir sa place, Mhm. mais on Hero, doit être Hero, puis je capable. fais une parenthèse, là, tu fais Ouais. référence à contenu Hero, contenu Hub, contenu Help, qui est un modèle Mhm. que Google a publié autour de 2015 ou un peu avant sur les strates et les niveaux de contenu. Donc, tu parles de Exact, contenu exact. Hero, là. Mais je pense que c'est ça, c'est le contenu en fait qui vient alimenter le reste d'une année pour une marque doit être capable d'être plus agile, beaucoup plus volumineux parce que on est un peu insatiable en termes de consommateurs de contenu et on a une attention très 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 réduite puis ça on le sait depuis des années. Alors il faut toujours être en train de nourrir la machine un peu pour essayer d'avoir de la visibilité et tout. Surtout que si on prend TikTok comme machine particulière, souvent, on a des clients qui viennent nous voir et se disent faut qu'on aille sur TikTok, tout le monde est sur TikTok. Considère les ressources à l'interne et on réalise que pour suffire en fait au volume qui serait adéquat pour même être un joueur qui a une place en fait sur TikTok, ils n'ont pas les ressources à l'interne dans le fond pour produire ce volume-là. Il faut comme repenser comment on produit du contenu pour être capable d'être plus agile, plus efficace, que ça sorte beaucoup plus rapidement. Puis c'est beaucoup du essai et erreur aussi sur des plateformes comme ça avec des contenus plus snackable qu'on dit. Ça en prend juste un pour te propulser dans de la visibilité qui a du sens, mais avant d'avoir ce 1-là, ça pourrait être 1 an. Mais il faut être capable de se mouiller en fait assez pour produire des centaines de contenus et non des dizaines de contenus pour se rendre là. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout tourner avec un téléphone, puis pas de micro, puis pas d'éclairage? Non, je pense que ça dépend en fait. C'est du cas par cas avec les marques. C'est d'identifier en fait qu'est-ce qui est bon pour la marque parce qu'une marque, mettons, pourrait tout tourner en studio, mais tourner 100 capsules de 10 secondes et de 15 secondes dans un court laps de temps, mais avec un studio et une qualité en Mhm. fait de tournage premium, entre guillemets, comme que quelqu'un pourrait en fait avoir un simple téléphone et faire du contenu dans leur équipe interne, comme que tu mentionnais plus tôt. C'est facile en fait quand tu as une personne dédiée à alimenter ta marque en fait à l'interne versus devoir faire à l'externe. C'est dans le fond, c'est pour ça que c'est du cas par cas dans le fond de déterminer c'est quoi ta fonction en fait pour toi pour avoir du volume le plus facilement possible. Puis après, c'est aussi de regarder comment en fait on est capable de maximiser le contenu qu'on a déjà pour en faire plus. On utilise souvent, nous, à l'interne, dans le fond, le modèle RRR de repenser, réutiliser et rafraîchir du contenu. Ça se tient aussi pour ce qui est de la vidéo et pour avoir des contenus, dans le fond, en quantité, dans le fond, plus volumineuse. Si on est capable d'utiliser ce modèle-là en amont de nos productions aussi pour savoir que ce contenu-là, je vais être capable de le réutiliser 15 fois dans mon année avec des différentes
intentions ou des différents framings, dans le fond, pour l'encadrer Mhm. différemment, pour aller rejoindre différentes personnes. Mais essentiellement, ce contenu-là, c'est le même à travers mon année. Fait qu'il y a des façons aussi de bifurquer un peu le modèle du volume en réutilisant, repensant, rafraîchissant des types de contenus à travers ton année aussi. Mais y a-tu encore... Mais je pense qu'on peut dire qu'il y a encore de la place pour des contenus longs aussi. Ah, absolument, Euh, absolument. c'est cette idée du volume, c'est d'être capable d'être présent. Si je l'interprète bien, puis corrige-moi, mais c'est d'être capable d'être présent sur ces plateformes-là où très rapidement un contenu est capable de spiker, comme tu dis, mais Mhm, peut disparaître très rapidement. Puis si une marque veut continuer d'être présente sur cette plateforme-là, puis on pense beaucoup à mhm. TikTok cette année, mais ça sera sûrement une autre dans Oui, quelques absolument. années, là, il y a des cycles qui s'opèrent à ce niveau-là. Mhm. C'est d'être capable d'avoir toujours quelque chose de prêt pour pouvoir alimenter un peu la bête puis la machine. Ouais. Puis je pense que c'est simplement repenser comment on voit ces types de contenus-là. C'est comme tu disais, le contenu long, souvent, en fait, où est-ce qu'on se perd, en fait, dans l'adaptation entre un ou l'autre, c'est que dans les contenus longs, on veut vraiment avoir quelque chose de solide à dire, qui se tient d'un bout à l'autre, qui représente essentiellement, si on est pour dépenser des centaines ou des dizaines de milliers de dollars dans une production, on veut que ça résonne sur nos valeurs, sur nos produits, sur nos services, sur nos audiences. Mais quand on repense au volume dans du contenu plus rapide, on n'est pas obligé de toucher à tout. On peut toucher à un petit fragment d'un élément qui touche à notre cible, une petite notion d'une de nos valeurs. C'est pas obligé d'avoir un contenu, en fait, qui frappe tout, comme on Mhm. l'avait avant, où est-ce qu'on voulait avoir un contenu home run, puis dans le fond, qu'on parle à tout le monde en même temps, mais là, dans le fond, on peut se contenter d'avoir une simple pièce de contenu qui est là pour divertir notre audience ou juste les informer d'une pièce d'information. Puis c'est juste en repensant le contenu comme ça, dans le fond, qu'on va pouvoir augmenter peut-être le volume qu'on produit à ce niveau-là. Bon, ben, OK, tu me rassures parce que là, j'aurais pas l'air trop fou avec ma prochaine prédiction. Non. Euh, Fait que, OK, OK. Donc, quantité au-delà de la qualité, mais on pourrait même dire quantité et qualité. Exact. L'idée est de pouvoir avoir avoir une bonne librairie là, qu'on va pouvoir sortir, une bonne bibliothèque de contenu qu'on va pouvoir utiliser au fil du temps. OK, OK. Cinquième prédiction, celle-là était dans ma cour, la considération et la durée de vie des contenus. Dans le fond, tu viens vraiment de toucher un point sensible. Moi, c'est quelque chose qui me chicote toujours beaucoup, là, puis c'est le fun parce que ça nous amène toujours à avoir des bonnes discussions à l'agence là-dessus, là, mais c'est plate pour une marque d'investir puis de payer justement pour un contenu, puis de voir ce contenu-là mourir en dedans d'une demi-journée parce que ça n'a peut-être pas eu l'engagement désiré sur TikTok ou en Reel sur Instagram. Euh, mais je pense qu'il y a cette considération d'autant plus importante, puis qui prend encore plus d'importance sur quelle est la durée de vie à laquelle on peut s'attendre pour chaque pièce de contenu. Donc, toi, tu viens de le mentionner, il y a des contenus, il faut assumer, et il faut justement faire attention à ce qu'on investit justement peut-être dans la production de ceux-ci, qui risquent d'avoir une très courte vie. Donc, l'idée, c'est de peut-être pas la traiter comme étant une pièce hero, ce que tu mentionnais tantôt. Donc, on a des contenus, puis on a besoin de contenus qui vont avoir une durée de vie très, très courte, mais en même temps, je pense qu'il faut de plus en plus, puis tantôt, j'essaie de juste revoir qui mentionnait, c'était David Imbert qui mentionnait justement les enjeux économiques qu'on vit en ce moment, puis qu'on pourra peut-être pas éviter au cours de 2024, qui font en sorte qu'il y a peut-être justement une réduction des budgets, ben dans certains cas, on va vouloir peut-être s'assurer et prendre le temps de créer des contenus qui, eux, auront une vie plus longue. Donc, dans notre bibliothèque de contenu, l'idée, c'est de pouvoir avoir des contenus qui ont une durée de vie très courte. On l'assume, ils n'ont pas coûté trop cher, puis ça ne fera pas trop mal. Là. On n'aura pas trop mal au cœur si ça marche pas. Mais dans d'autres cas, on va vouloir peut-être mettre un peu plus de temps sur des contenus qui vont avoir une durée de vie très longue. Puis ça peut être des pièces de contenu hero, mais ça peut être des pièces de contenu aussi sur lesquelles on a mis un certain effort au niveau, là, souvent j'utilise des contextes plus B2B à ce niveau-là, là, mais où on a mis un peu plus de recherche, on a mis un peu plus de temps, puis on a peut-être fait plus d'entrevues avec des experts pour développer un livre blanc ou un e-book ou un article long, mais on va vouloir s'assurer que ce contenu-là a une durée de vie assez longue. On va vouloir s'assurer que
dans 2 mois, il n'aura pas été battu par l'actualité et il ne sera plus à date du tout. On va vouloir s'assurer qu'on puisse l'utiliser pendant un certain temps parce que peut-être qu'on aura justement mis peut-être un peu plus d'efforts ou un peu plus de dollars derrière. Mais un des enjeux qui est important derrière ça, puis ça touche un peu la notion classique du retour sur l'investissement des dépenses qu'on peut faire en contenu, ben c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde est au courant à l'intérieur de l'entreprise que ce contenu-là existe. Un des mots-clés pour moi de cette année, ça a été justement l'importance puis c'est un peu mal traduit, mais c'est la socialisation de nos contenus. Ça veut dire, les équipes contenu, on a tendance des fois à produire des contenus un peu dans notre petit coin, dans notre petite pièce à nous, là, puis on les publie, puis on est bien content. Puis on ne le dit pas à tout le monde que ces contenus-là existent à l'intérieur de l'entreprise. Et ces gens-là, à l'intérieur de l'entreprise, pourraient être les premiers ambassadeurs de ces contenus-là, en les relayant, en les réutilisant ou autres. On travaille avec une marque en ce moment où l'équipe contenu et réseaux sociaux travaille, justement, c'est une équipe distincte et il y a une équipe justement de marketing relationnel qui se trouve à être sous une autre direction dans un département qui n'est pas très loin, là, même physiquement à la limite. Mais il n'y avait pas toujours justement cette communication active entre les deux, ce qui faisait que l'équipe relationnelle qui s'occupe des infolettres n'avait pas nécessairement le réflexe toujours d'aller piger dans les contenus qui auraient déjà été produits pour pouvoir alimenter ce qui va être envoyé à des clients potentiels ou des clients existants ou dans de la fidélisation. Donc, on se retrouvait avec une déconnexion. Donc, cette idée de socialiser les contenus et de pouvoir commencer à créer des ponts entre les départements, entre les équipes, l'équipe des ventes, l'équipe marketing, c'est un classique, mais même à l'intérieur de l'équipe marketing, d'avoir l'équipe de marketing relationnel qui puisse être très près de l'équipe contenu, justement, via un comité éditorial ou peu importe, qu'il puisse y avoir ces échanges-là et cette utilisation de ces contenus-là. Et là, on se retrouve dans une dynamique vraiment intéressante où les contenus vont avoir une durée de vie un peu plus longue. Peut-être même dans ce cas-ci, on s'éloigne un peu des réseaux sociaux, mais il y a plein d'autres plateformes qu'on peut utiliser. On a des contenus qui ont une vie un petit peu plus longue, qui sont plus utilisés par l'entreprise, la fierté est augmentée, les budgets sont optimisés, bref, tout le monde est content. Donc, la durée de vie des contenus, il y a d'assumer que certains contenus, ils vont peut-être avoir une vie assez courte, puis il faut juste s'assurer de les produire de la bonne façon. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a un bel effort qui peut être fait au cours de la prochaine année dans différentes organisations, qu'on voit qui réussissent justement à créer des ponts dans la socialisation qu'on dit justement de ces contenus-là. Donc, voilà, c'était notre numéro 5. Numéro 6. Vas-y, Sean. Je vais essayer de faire mon numéro 6 assez rapidement parce que c'est essentiellement une piste de solution, en fait, au volume que je parlais plus tôt. Une piste parce que je dis qu'il y a plusieurs approches, en fait, pour arriver au volume, comme on en parlait plus tôt. Mais ma prédiction, en fait, c'est on pense pas assez à notre stratégie de contenu communautaire. Par communautaire, je veux dire ce qu'on disait avant avec la gestion de communauté, d'aller s'engager avec les commentaires de nos clients, d'aller réagir à leurs messages privés dans leur boîte de réception. Loin est terminé le temps où est-ce qu'on peut juste aller liker des commentaires. C'est pas suffisant, en fait, pour avoir une interaction authentique, comme on mentionnait plus tôt, et avoir une conversation un à un avec nos consommateurs, puis pas juste nos consommateurs, en fait, qui réagissent, puis qui a comme un déconnect, en fait, avec qui la marque est envers eux. Pourquoi je dis que c'est une réponse, en fait, au volume? C'est parce que dans les plateformes comme Instagram, comme TikTok, on a beaucoup de fonctions, en fait, qui nous permettent de créer du contenu à partir de la gestion de communauté. On pense aux effets, et là, désolé, je vais utiliser les mots anglophones parce que je connais pas nécessairement les mots francophones des plateformes. Les Stitch. Montreal Style. C'est une discussion Montreal Style. On peut se permettre quelques mots bilingues ici. On a les Stitch, on a les Duets, on a les Remix sur Instagram, mais surtout, on a les réponses vidéo en commentaire. Si on a quelque chose à dire et on veut prendre une position, en fait, sur un commentaire que quelqu'un dit, une question que quelqu'un pose, c'est très bien, en fait, autant que faire du thought leadership sur LinkedIn, que d'aller sur ces plateformes-là et filmer des réponses vidéo qui expliquent directement, en fait, ton point de vue ou ta réponse pour clarifier un point par rapport à un contenu qui a été publié déjà. Non seulement ça génère du contenu supplémentaire sur ton compte, mais ça crée, en fait, des liens de discussion one-on-one, dans le fond, avec ces personnes-là. Et les gens, en fait, si quelqu'un l'a posé une fois, il y a sûrement 15 personnes qui voulaient le poser aussi. Et ça l'offre une autre vidéo, en fait, pour répondre à ça. Puis c'est une roue qui continue de tourner, en fait, dans un engagement continu. Et les algorithmes
ils se le cachent pas, en fait, de nous le dire. Ils adorent ça, en fait. Ils veulent qu'on utilise, en fait, ce qui se passe dans leur plateforme pour générer d'autres contenus. Alors, c'est comme une pierre deux coups, mais dans ce cas-là, c'est même peut-être une pierre 15 coups. Fait que je pense que c'est une solution quand même économique pour faire du contenu puis augmenter son volume. Alors, si on n'est pas prêt à aller augmenter nos tournages, mettons, sur une base régulière, ça peut être une façon, en fait, d'isoler une journée dans la semaine ou un moment dans la journée, en fait, aux 2 jours, pour regarder ce qui se passe, en fait, dans les commentaires, regarder ce qui se passe avec notre audience et leur filmer, en fait, du contenu qui leur parle directement pour bâtir ce lien de confiance-là encore, comme tu mentionnais plus tôt en haut. Puis, ce que je trouve intéressant dans ce que tu soulèves par rapport au contenu communautaire, c'est cette idée, justement, de produire du contenu qui est un peu à la demande de la communauté. Il y a Gonaël qui mentionnait de faire attention à la surcharge informationnelle, de justement pas produire plus de contenu que l'audience peut en avoir besoin. L'idée derrière ce qu'on mentionne aujourd'hui est justement de créer des contenus en fonction de ce que l'audience est prête à recevoir, ce qui est pertinent pour l'audience, évidemment. C'est pas juste nécessairement de faire du volume pour le volume, mais c'est vraiment de dire, ben, s'il y a une question intéressante qui est posée ou un commentaire intéressant qui est amené et qui provient de la communauté et de l'audience, ben, on peut produire un contenu pour y répondre et ça devient une réponse pertinente à l'intérieur de ça. C'est vrai que dans ce qu'on vit en ce moment, il y a un peu un chaos du contenu, mais il faut quand même trouver une façon de faire sa place en tant que marque, en tant qu'annonceur. Fait que c'est d'essayer de trouver ces filons-là. Puis je pense que Sean, tu soulèves un point vraiment intéressant par rapport à celui-là. Puis souvent, en fait, pour conclure, dans le fond, c'est un point, en fait, qu'on pense pas quand on budgète notre temps, en fait, les ressources internes. Si on n'a pas de temps pour même aller faire des petits commentaires puis des j'aime sur les commentaires, on n'aura pas le temps de faire ça. Mais ça, en fait, ça devrait être considéré quand on crée la stratégie pour aller faire ces types de contenus-là, parce que c'est du bonbon, c'est du gratuit quasiment pour faire valoriser ton contenu encore plus et le faire visible à plus de gens. Alors, faut comme avoir une idée en tête qu'on se garde un moment dans notre bandwidth de semaines, de mois pour faire ces types de contenus-là ou ces types de réactions-là, dans le fond, avec notre audience. Ben, je pense qu'on parle souvent d'audience, puis je pense qu'on verra si c'est une tendance qu'on aura vue au cours de la prochaine année, mais on revient un peu au Web 2.0 dans le temps, là, mais c'est l'importance de la communauté qui est créée autour des marques et non pas seulement les audiences à qui on veut pousser du contenu. Je pense qu'il y a vraiment une dimension communautaire, je trouve le mot intéressant, qui est soulevée. Hey, on approche de la fin. Dernière prédiction que nous avions. Alors, non pas roulement de tambour, mais très curieux de savoir, lorsque vous verrez cette dernière prédiction-là apparaître, qu'est-ce qu'on n'a pas traité au cours des 45 dernières minutes. Si vous avez quelque chose qui vous vient en tête, que vous espériez entendre, que vous étiez sûr qu'elle allait être là et qui, selon vous, est une des tendances importantes de 2024, n'hésitez pas à le mettre justement dans le clavardage à l'écran. Alors, dernière prédiction, ce désir, en fait, on boucle la boucle sans s'en être rendu compte dans notre séquence de prédictions, mais on parlait d'internalisation au début. Donc, il y a ce désir d'aller un peu plus profondément dans les capacités internes des équipes qu'on retrouve chez les marques et chez les annonceurs. Mais on voit aussi un désir grandissant et un besoin grandissant d'améliorer les processus à l'interne. Donc, on se retrouve dans beaucoup de cas avec des équipes qui sont toutes nouvelles, qui ont peut-être été formées au cours des 2 dernières années. Et en plus, c'était une période où c'était peut-être plus difficile de créer des nouvelles équipes, de mettre en place des nouveaux processus. On se rend compte de l'importance de justement mettre en place des bonnes façons de faire, de mettre en place des bons rôles et des bonnes responsabilités. Il y a des équipes qui se retrouvent avec une grande fierté à produire une quantité incroyable de contenu, mais en même temps, ça devient un peu ça peut pas nécessairement assommant pour l'audience, mais ça peut devenir lourd dans la gestion. Donc, c'est de créer des processus qui, comme le mentionne Kathy McKnight, avec qui on travaille régulièrement, qui va amener des processus qui amènent le contenu du moment de l'idéation jusqu'au moment de l'archivage. D'être capable d'avoir cette capacité-là, de voir le contenu dans son cycle de vie au complet et d'avoir des processus simples qui sont accessibles à l'ensemble de l'équipe et qui sont utilisés au quotidien. L'IA,
On en parle beaucoup pour tout ce qui est création, mais l'IA peut être vraiment intéressant au niveau de tous ces processus-là. En ce moment, on travaille sur un dossier justement au bureau où il faut qu'on tag et qu'on classe 1000 quelques articles de blog et on va utiliser, on est en train d'explorer justement les différents outils puis les différentes plateformes à notre disposition pour classer puis créer une classification sémantique qui prendrait des jours, des semaines à faire. Et donc, l'IA devient intéressante justement au niveau de la gestion dans certains cas. Donc voilà, c'était la septième prédiction. Midi 46, on est exactement dans nos temps. On voulait vous faire une présentation express de quelques prédictions en 45 minutes. Il y a Myriam qui mentionne la continuité de l'exploration des soins de santé en ligne, téléthérapie, apps, l'importance de la santé mentale. Oui, il y a une quantité importante de contenu qui existe et il y a une quantité importante de contenu qui va devoir exister de plus en plus autour de ces sujets-là. Autant de la part de certaines marques qui voudront justement s'accoler à ces causes sociales-là, je dis causes sociales, mais à ces réalités-là, mais aussi à plein de niveaux au niveau des équipes. Et des équipes qu'on retrouve justement chez les marques, les annonceurs, les agences et tout. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont évoluer très rapidement. Nos parents puis nos grands-parents se plaignaient sans cesse que la vie allait de plus en plus vite. J'ai l'impression qu'on va peut-être faire partie de la prochaine génération qui va aussi dire ça. Joanie, il y a cette question par rapport au concept avec le mot trust, avec confiance. Si je pense, ça pourrait être la notion de justement transparence radicale d'un côté, mais il y a aussi, comme le mentionne Sean, tout ce qui est expertise, autorité et trust, donc la confiance. Beaucoup de documentation disponible en ligne autour de cette notion-là. Donc, voilà, Sean, je pense que le règne du format vidéo en 2024, une TikTokisation des plateformes, ben, je pense que Kevin, tu mentionnes quelque chose de vraiment intéressant. Tout le monde se copie en ce moment. TikTok réussit très, très bien. Je pense qu'on le voit chez nos clients, là, mais vois-tu, toi, Sean, qu'est-ce qu'il peut y avoir après TikTok ou après en termes de format? Hey, je te lance En fait, c'est très drôle parce que c'est comme ça dépend de qui tu es en fait dans l'industrie. TikTok peut pas se copier lui-même, évidemment, il est TikTok. Il est en train de copier plus YouTube dans le long format. On augmente les vidéos régulièrement de durée. Là, on est rendu à du 15 minutes de possible en fait sur la plateforme versus TikTok, YouTube qui justement copie TikTok en faisant des shorts et maximisant l'espace de visibilité pour les shorts dans leur espace de découverte. Alors, je pense que quand les plateformes vont avoir fini de se copier a pu être capable, on va avoir la naissance de quelque chose d'autre, puis ça va soit être quelque chose qui va être omniprésent ou quelque chose qui va un peu dissiper ou quelque chose qui va juste s'ajouter à l'écosystème en fait qu'on a encore puis qu'on connaît juste pas à ce moment-ci. Mais je pense que Laetitia soulève peut-être un point qui pourrait être la suite. Rien. Juste le break, prendre une pause, d'être capable d'arrêter, d'être assailli constamment de contenu, de vidéos, de plus en plus court, de plus en plus long, peu importe, mais de pouvoir prendre un petit break. Maxime pose la question sur le développement durable. C'est sûr que ça va continuer à monter en importance, mais il va y avoir l'enjeu que quelqu'un d'autre mentionnait plus haut, du greenwashing. Et donc, chaque marque qui décide de s'y accoler, d'en parler, puis là, je parle de marques autant des organisations que des individus, donc la notion du personal branding puis du thought leadership, va falloir pouvoir vraiment prouver, assumer et être actif dans les secteurs sur lesquels on va s'impliquer. Donc voilà, ça met, je pense, un terme à ce 45 minutes de discussion autour des prédictions 2024. On va se refaire, je l'espère, ceci dans un an, Sean. On va en faire d'autres entre-temps parce qu'on va faire ça mensuellement maintenant. On se donne ce contrat-là. Mais d'ici là, on vous souhaite une excellente journée où vous soyez. Et puis, on se revoit donc très bientôt. On espère que vous avez apprécié et on va pouvoir justement poursuivre la conversation. N'hésitez pas à nous faire signe sur les différentes plateformes si ça vous tente. On n'est jamais bien loin. Bonne journée. Bonne journée.